Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la deuxième partie du Grand Talk. Avec ce soir un invité, et pas n'importe lequel, le fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, monsieur Michel Gbagbo. Et pour nous le présenter, Adama Daïko, dans ce qu'il est convenu maintenant d'appeler sa biographie décalée. Merci Jean-Jacques Varol. Eh bien, notre invité est un citoyen ivoirien patient et conscient. Après avoir patienté durant 9 mois dans une case d'initiation pour tout candidat à la vie sur terre, qu'il décide de naître 9 ans après la proclamation, bien sûr, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui, dans un 9e mois de l'année. Oui, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mais hospitalisé momentanément à la politique clinique, la réconciliation. Notre invité a un cursus scolaire bien éclairé, comme un teint métissé qui illumine une Afrique qui collabore sainement avec l'Occident. L'ex-étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est aujourd'hui enseignant de psychologie à la faculté de criminologie dans la dite université. Jean-Jacques Varol, il est aussi auteur de plusieurs livres édités, publiés, distribués, vendus et lus. Il se prénomme Michel. Michel est composé de 6 lettres. Nom de famille Gbagbo, composé également de 6 lettres. Michel Gbagbo, abrégé, ça fait MG comme Marguerite Gador, sa défunte grand-mère. Paix à son âme. Eh bien, vous êtes le petit-fils de Koudou. Paul Koudou, 6 lettres. Paul, 4 lettres. Comme maman, 4 lettres. Votre village natal. Aussi, la France comme seconde patrie. France, 6 lettres. Vous connaissez bien Simone Gbagbo. Simone, 6 lettres. Et Yves, 6 lettres. Bien. En numérologie, le chiffre 6 est le symbole de la famille. Comme F, de la perfection comme P et de l'idéalisation comme I. Cela fait FPI, comme le Front populaire ivoirien, le parti dans lequel il est militant actif. Pour la petite histoire, pour la mémoire collective, fils d'un historien politicien, un jour venu rendre visite à son père incarcéré à la Maka maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, suite aux événements sociopolitiques d'un 18 février 1990, les geôliers et gardes pénitentiaires, très hospitaliers à cette époque, lui ont octroyé une chambre, que dis-je, une cellule pour visiteurs innocents, afin de lui épargner les allées et venues, les jours de visite aux détenus. Prison, ça fait 6 lettres. Après le 11 avril 2011, à partir de 11 h, et après une visite de courtoisie au golfe d'Abidjan, c'est un hôtel, il a séjourné à Bouna, dans le grand nord-est de la Côte d'Ivoire, pas en qualité de touriste, mais de détenu VIP. VIP, entendez par là, vu sur Internet, en train de faire des pompes pour garder la ligne. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, men and women, recevons le docteur Michel Gbagbo. Monsieur Michel Gbagbo, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Varol. Toutes nos condoléances, évidemment, pour votre grand-mère qui est partie. Merci infiniment, et ces mots me touchent. Et j'en profite pour dire bonsoir au président Adama Daïko. Merci. Et merci pour cette biographie très décalée. Un petit commentaire, justement, sur cette biographie. Je ne crois pas à la numérologie, mais par contre, je me retrouve dans les conclusions. Famille et perfectionnisme. Exactement. Merci. Merci. Si vous deviez vous définir vous-même, moi-même, que diriez-vous de vous-même? Mais que je suis effectivement enseignant de psychologie à la faculté de criminologie, marié, père de 3 enfants, chrétien, catholique. Et pour rester peu dans le temps du président Adama Daïko, nés de pères eux-mêmes prisonniers. Vous semblez rire de cette situation, on en parlera dans quelques instants, mais parlons plutôt de votre père, de votre enfance. Comment vous avez vécu votre enfance avec le président Laurent Gbagbo? Tout petit, je me retrouve
exilé hors de la Côte d'Ivoire avec ma mère. 87-88, je retourne en France suite au départ d'exil de mon père. 92, et non pas 90. 92, je rends effectivement visite au président et à ma mère à la gendarmerie d'Agban. Je me retrouve à la Maca. 2011, après une visite de courtoisie très intéressante à l'hôtel du Golfe, je me retrouve à Bouna. Donc il y a comme ça des aspects qui montrent que nous avons un parcours intimement lié. Au-delà de ça, c'est un père extraordinaire. Mais pas simplement lui, ma mère également. C'est un couple extraordinaire avec lequel j'ai vécu des moments enrichissants et très intenses. Pas seulement moi, hein. Tous les enfants, tous mes frères et toutes mes sœurs. Un couple vraiment intéressant. Je me souviens d'une anecdote, nous étions à table, j'ai du riz qui tombe sur la table, le président Gbagbo, alors enseignant, ramasse les grains de riz et les mange. Et il me dit, tu sais mon fils, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Interdiction de gaspiller de la nourriture. Ce sont des choses comme ça qui m'ont marqué. C'est un homme grand. Et c'est tout ça qui a déterminé votre engagement. À quel moment de l'histoire de votre vie avec vos parents, vous vous êtes dit, il est important que je m'engage en politique? Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience psychologique. Je pense qu'il y a une prise de conscience par les actes. Parce que j'ai toujours baigné en fait dans un environnement politique qui fait que sans faire de la politique, j'ai toujours été sensible à la chose politique. J'ai toujours eu un regard critique sur la vie politique de mon pays. J'ai toujours aimé l'écriture, donc j'écris, mais j'ai toujours voulu être enseignant. Combien de publications? Je n'ai pas compté, 4, 5, sans compter d'autres qui sont en cours, mais j'ai toujours voulu être enseignant. En 90, j'ai eu un bac au lycée technique d'Abidjan, un bac comptabilité, donc qui s'appelait à l'époque un bac G2. Et donc j'avais le choix. J'ai fait une introspection et je me suis rendu compte que je n'étais pas un homme d'argent. C'est vrai, j'avais eu le bac, c'est une belle mention et tout ça. Et j'ai délibérément choisi de m'inscrire à l'université, au département de psychologie, alors que j'avais un bac de comptabilité. Parce que dès que j'ai eu le bac, j'ai trouvé ma voie, je serai enseignant. Voilà. Alors j'ai travaillé ensuite dans le privé, hein, parce qu'il faut bien vivre. Et quand je l'ai pu, je suis revenu donc pour terminer la thèse. Et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'engagement que j'enseigne aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir, j'éprouve beaucoup de plaisir à partager avec les étudiants. Et je vais vous dire, dans ma discipline, j'apprends beaucoup plus depuis que j'enseigne que lorsque je travaillais. On va parler maintenant de politique intérieure et notamment du FPI, le Front Populaire Ivoirien, et de cette candidature que vous avez déposée, la candidature de votre père, Monsieur Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui a motivé le dépôt de cette candidature quand on sait que le monsieur est à la CPI? Alors là, vous abordez une question très politique. Là. Voilà, là on rentre en politique réellement. Je vous remercie. Le président Gbagbo est, si vous voulez, dans une posture de combat. Bon, il est à la haie, mais il est dans une posture de combat. Le Front Populaire Ivoirien est un instrument de lutte, un instrument de travail, un instrument de travail politique. Voilà. Il a estimé à un moment donné qu'il était bon qu'il reprenne le contrôle de cet appareil pour mener son combat, pour que cela serve sa posture de combat. Voilà. Donc, personnellement, j'ai accompagné en fait ce mouvement, j'ai accompagné donc les responsables du parti qui ont conduit ce mouvement afin de lui donner l'instrument de travail, donner l'instrument adéquat pour mener le combat. Vous savez que nous sommes dans une situation particulière en Côte d'Ivoire, mais vous savez en même temps que le président Gbagbo est un candidat particulier et que le FPI est un parti politique particulier. Voilà. Et donc il était bon que nous retrouvions un peu cette espèce d'unité entre le leader et son instrument de travail. Alors cette unité dont vous parlez évidemment crée beaucoup de friction, on ne parlera pas de division mais de friction au niveau du Front Populaire Ivoirien avec notamment la candidature de Afin Guessan et celle de Monsieur Laurent Gbagbo. Alors comment va-t-il se défendre puisque le procès n'a pas encore délibéré en sa faveur?
Comment vous allez mener campagne? Je vous entends bien, mais je suis un peu gêné parce qu'en fait, je pense qu'il faut faire l'inverse au niveau de la prémisse. Ce n'est pas parce qu'il y a une candidature du président Gbagbo qu'il y a friction. C'est certainement parce qu'il y a eu friction qu'il y a eu candidature du président Gbagbo. Donc il faut ramener les choses dans leur contexte, dans leur histoire. Mais ceci étant, cette candidature n'est pas une candidature contre le président Afi. J'appelle d'ailleurs le président Afi, mais j'appelle tous les cadres du parti à se rassembler dans un mouvement unitaire autour de la candidature du président Gbagbo. Des fédéraux ont estimé qu'à un moment donné, effectivement, il était bon, pour diverses raisons, que le président Gbagbo reprenne son instrument. Moi, j'ai accompagné ce mouvement et je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Et vous allez voir que, contrairement aux pronostics pessimistes, le FPI a une tradition de débat interne, de débat externe, et que le congrès auquel nous allons assister serait une kermesse, serait une grande fête. Parlons maintenant, Monsieur Michel Gbagbo, des enjeux de la candidature de Monsieur Laurent Gbagbo à la tête du FPI. Alors, si Laurent Gbagbo venait à gagner les élections, qui dirigerait le parti? Est-ce que ce sera des instances intérimaires, puisqu'il est en ce moment à la CPI? Et si Monsieur Afi N'Guessan venait à gagner cette élection, est-ce que Gbagbo ne perdrait pas justement ce côté populaire? Je vous remercie. C'est une question importante. Et Descartes dit que quand un problème est complexe, il faut le diviser en plusieurs entités. Alors, je vais avoir deux questions. La question des enjeux et puis la question du pronostic. Voilà. La question des enjeux, il y a un problème de cohésion interne et puis de légitimité. Un problème de cohésion interne parce que le président Gbagbo est le seul aujourd'hui capable de ramener la cohésion à l'intérieur du parti. Le problème de légitimité, c'est qu'il s'agit de le replacer au centre du débat politique. Au centre du débat concernant la réconciliation nationale, au centre du débat concernant la reconstruction de la Côte d'Ivoire, au centre du débat concernant l'avenir même de la Côte d'Ivoire dans ses relations avec les acteurs externes, au centre de la Côte d'Ivoire concernant le débat sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est principalement, à mon sens, les deux enjeux principaux. C'est la cohésion interne et la légitimité reconnue au président Gbagbo. Alors, d'où votre question de pronostic, à savoir, si le président Gbagbo perd cette élection, évidemment, on dit, mais enfin, un monsieur qui a perdu les élections à l'intérieur de son propre parti, a-t-il encore un avenir politique? Donc c'est tout à fait normal que vous posiez cette question. Alors je vais être brutal. Le président Gbagbo, c'est au minimum 4/5 des électeurs au Congrès, aujourd'hui. Donc le débat n'est pas de savoir s'il va gagner ou s'il ne va pas gagner. Le débat est de faire en sorte que le Congrès soit un moment précis où nous allons discuter de la ligne à venir à partir de 2015. C'est là que se trouve le débat. Et non pas de savoir qui va gagner ou pas. Une question, Adama Daïko, sur la question de la candidature du... Oui, il y en a qui disent que avant de dire aux voisins de balayer devant sa porte, il faut balayer d'abord dans ta propre maison, devant ta propre porte. Aujourd'hui, on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, donc je me dis que si au sein de votre formation politique, il n'y a pas d'entente, serez-vous concentré pour participer à une réconciliation nationale? Je vous remercie beaucoup. Je vais d'abord commencer par répondre à la fin de la question précédente. Comment allons-nous diriger si jamais le président Gbagbo gagne alors qu'il est enfermé à la haie? C'est une question importante et on peut légitimement se la poser. Mais en réalité, le FPI, c'est un instrument de travail. Nous avons mis en place un schéma de travail qui est tel que, même si le président Gbagbo est encore pour un certain temps enfermé à la haie, nous allons travailler à l'intérieur du parti à faire en sorte que nos démarches et nos actions soient conformes à sa vision. Qu'il couvre
cette démarche de son onction. Et nous avons donc pris toutes les précautions pour cela et il n'y a pas de souci à se faire. Le président Gbagbo a déjà été enfermé ici. On parlait tout à l'heure de 1992. Il était président de son parti et le parti fonctionnait. Le président Afi, d'ailleurs, bon, ça a été le même cas récemment. Alors, sans vouloir faire de polémique, c'est pas vraiment un enjeu. L'enjeu, c'est le problème de la ligne, de l'école. Quelle est l'école politique que nous allons suivre? Et pour suivre cette école, il nous faut le président Gbagbo à la barre. Voilà. Et pour revenir donc à votre question, je vous ramène à ma réponse précédente, Monsieur Daiko. Nous avons une tradition de discussion, de contradiction à l'intérieur. C'est vraiment la tradition socialiste, c'est vraiment une de nos valeurs fondamentales. Et c'est pour ça que je disais, le président Afi a posé sa candidature. Mais c'est une bonne chose parce que il n'aurait pas fait que nous l'aurions déjà trouvé suspect. Donc c'est une bonne chose. Mais ceci étant, nous avons maintenant 2 candidatures. Et nous allons aller à un congrès unitaire, ne vous inquiétez pas. Cela est de notre intérêt, cela est de l'intérêt des Ivoiriens, cela est de l'intérêt du parti tout entier. Alors, si le président Laurent Gbagbo venait à gagner ces élections pendant le congrès, est-ce que vous présenterez en 2015 sa candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, je ne vais pas vous cacher que les acteurs internes et externes au FPI, mais que les acteurs internes et externes à la Côte d'Ivoire savent bien que l'un des enjeux subséquents de la crise du FPI aujourd'hui, c'est celui de la participation ou non du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2015. On en a bien conscience. Et je vais même pour prendre pour preuve ce qui s'est passé à la CPI, où les 2 juges sur 3 s'apprêtaient à déclarer les charges irrecevables contre le président Gbagbo. Finalement, le procureur a obtenu un délai supplémentaire et ensuite ils sont revenus en juin 2013. Finalement, le président Gbagbo a vu les charges confirmées et puis quelques semaines plus tard, un des juges est décédé dans des conditions troubles. Enfin, on voit bien que la question du président Laurent Gbagbo est une question majeure. On voit bien que les FDS eux-mêmes ont dit qu'il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire sans tenir compte du FPI et notamment du Front populaire ivoirien, donc du président Laurent Gbagbo. La présence du président Laurent Gbagbo est indispensable aujourd'hui pour qu'on marche. Donc votre question me démontre simplement que pour tous les observateurs de la vie politique ivoirienne, le président Gbagbo est un élément incontournable. Maintenant, pour répondre plus pratiquement à votre question, le FPI est un parti organisé. Le moment venu, nous aurons un congrès spécifiquement dédié à la question des élections. Le FPI doit-il aller aux élections présidentielles? Et s'il va à ces élections, avec quel candidat? Ça, ce sont des questions qui se poseront en temps et en heure, selon nos traditions et selon nos textes. Est-ce que légalement, selon vous, il peut se présenter à ces élections en 2015? Nous ne sommes pas là pour l'instant. Alors, on va terminer avec vous, notamment. Ouais, d'abord, depuis là, c'est un procès d'université. Là, en train de parler français, je sais pas, académique et tout ça. Tu sais, Michel, nous là, on est enfants de ghetto. Voilà. Donc, comment il t'a écouté là, hein? Tu m'entends, non? Voilà, comment il t'a écouté là? Donc, tu veux dire que si le vieux père Laurent Gbagbo n'est pas là, il n'y a pas de réconciliation, quoi. Il y a un truc comme ça, non? Vous n'y croyez pas la réconciliation sans Laurent Gbagbo? Que moi je le dise, c'est comme si je disais que la terre... Mais quel est votre avis personnel sur le sujet? Oui. Que moi je le dise, que l'absence du président Gbagbo est préjudiciable à la réconciliation, c'est comme si je disais que la terre était ronde. Mais il se trouve que les Elders, conduits par donc les Sud-Africains, il se trouve que les acteurs politiques internes en Côte d'Ivoire le disent. Il se trouve que les journalistes étrangers le disent. Il se trouve que les principaux leaders politiques du monde le disent. C'est un fait. Nous avons en prison à peu près 500 personnes. Et là, il s'agit des personnes qui sont détenues dans des prisons officielles, au nombre de 11. Nous avons d'autres personnes que je ne peux évaluer qui sont détenues dans des prisons officieuses. Et donc nous avons le cas de Simone Gbagbo, effectivement, à Odiéné, le cas de Laurent Gbagbo, etc. Nous avons des comptes qui sont gelés. Nous avons des interdictions de voyage. Nous avons des manifestations politiques qui sont interdites.
Nous avons en fait en Côte d'Ivoire un système où les libertés civiques sont suspendues. Nous vivons dans un état d'exception. Ce que je voulais vous dire, c'est plutôt ceci, que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas redevenue un pays normal, où les libertés sont assurées et protégées, nous avons des prisonniers qui meurent en prison. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays respectueux des droits et de la vie humaine, la réconciliation restera un vain mot. Parce que la réconciliation, quand même, ne doit tenir que sur une seule personne, notamment Laurent Gbagbo. Je veux dire, vous avez représenté 45% de l'électorat ivoirien. Il y a beaucoup de gens, au-delà de Laurent Gbagbo, qui peuvent symboliser cette réconciliation nationale. Oui, et puis pour ajouter à la question Jean-Jacques Barrol, quand il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays normal, mais Michel, avec les ponts, les autoroutes, tout ce qui se fait là, vous dites que ce n'est pas un pays devenu normal? Je vous remercie de votre question, mais il y a plusieurs questions qui s'entremêlent. Alors je vais déjà vous parler de ce qu'on appelle la croissance appauvrissante. Nous sommes dans un système aujourd'hui où l'économie est financée par qui? L'économie est financée par l'État. Et l'État se finance lui-même par le crédit et par les impôts. Voilà. Qui remboursera ces crédits plus tard? Qui fera en sorte que les entreprises moyennes, les PME, pourront survivre face à la concurrence des grandes multinationales qui prennent tous les marchés en Côte d'Ivoire? Le problème est le suivant. Quand vous prenez des crédits, que vous financez votre économie, et que par derrière ça, vous avez l'insécurité, les hommes d'affaires du privé ne viennent pas investir dans votre pays. Et donc les ponts et les routes, c'est une bonne chose, mais si ce n'est pas suivi d'usines, si ce n'est pas suivi d'entreprises qui donnent du travail aux Ivoiriens, c'est de l'argent gaspillé et c'est les générations futures qui sont en train de se faire endetter et surendetter. Voilà pourquoi nous parlons de pauvreté appauvrissante, de croissance appauvrissante. Alors oui, il y a un maillage, il y a de la peinture, il y a une image qu'on essaie de promouvoir de la Côte d'Ivoire. Et oui, on a parfois l'impression que Côte d'Ivoire is back. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire est dans un système d'appauvrissement et d'augmentation de la pauvreté. Et c'est de ça dont nous parlions tout à l'heure. C'est pour ça que je dis non, la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays normal de ce point de vue. Deuxième chose, la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays normal parce que les libertés civiques sont suspendues dans ce pays. Parce que le président Afi lui-même a été plusieurs fois rabroué quand il a voulu tenir des manifestations publiques. Il n'est pas normal que dans un pays, des gens, du fait de leurs opinions politiques supposées, soient mis en prison, arrêtés, torturés à la DST, et je pèse mes mots, et ensuite meurent dans l'indifférence la plus totale. Il n'est pas normal que des partis d'opposition essaient d'organiser des manifestations, que des loupards assermentés par le pouvoir en place viennent disperser ces manifestations, qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des blessés et qu'il n'y ait jamais d'enquête. Il n'est pas normal, excusez-moi, oui, que des QG de partis politiques soient vandalisés et que des enquêtes, soi-disant enquêtes, n'aboutissent jamais. Il n'est pas normal que des prisonniers d'opinion soient obligés de se mettre en grève de la faim pour enfin recevoir, au bout de 3 ans, la visite d'un magistrat. Les libertés civiques sont suspendues et la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation normale. Alors oui, le président Gbagbo est celui-là qui représente l'espoir et l'espérance pour les Ivoiriens. Oui, il faut un homme pour incarner la Côte d'Ivoire nouvelle et c'est le président Gbagbo. Mais derrière lui, il y a tout un peuple qui souffre. Et c'est ce peuple, à l'intérieur du FPI et même à l'extérieur, qui se réclame du président Laurent Gbagbo. Ah mais là vous êtes en campagne pour 2015 là. Oh, vous savez, on est tout le temps en campagne pour le président Laurent Gbagbo, mais du point de vue structurel, du point de vue de l'organisation du parti, comme je vous le disais tout à l'heure, le moment venu, le Congrès se réunira pour dire si oui ou non nous irons au Congrès et avec qui. Ne soyons pas trop pressés. Ne dansons pas avant que le tam-tam n'ait commencé à jouer. Alors, finalement, en écoutant votre discours, tout a l'air de se résumer autour de Laurent Gbagbo. Il y a aussi Blé Goudé que vous ne citez pas dans vos propos. Serait-il le laisser pour compte? Chaque génération a son leader. Ma génération a pour leader naturel Charles Blé Goudé. Mais nous parlions de la candidature du président Laurent Gbagbo, alors je n'ai pas voulu faire d'amalgame. Mais je vous remercie d'attirer mon attention là-dessus. Merci encore. On va terminer notre émission avec une dernière question. Votre avenir politique, si le FPI s'engageait dans les élections générales en Côte d'Ivoire pour 2015? On verra le moment venu. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune prétention. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le pays retrouve sa cohésion,
Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le FPI retrouve son unité. Et tous ceux de ma génération, nous travaillons à ça. Nous travaillons au retour du président Gbagbo et nous retravaillons à faire de la Côte d'Ivoire un pays où il fasse bon vivre, où les libertés individuelles soient respectées et où on ne soit pas victime d'ostracisme à cause de sa religion supposée ou de son opinion supposée. Le reste, nous verrons plus tard. Monsieur Michel Gbagbo, merci beaucoup. Adama Daiko, merci encore, merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.